Je voudrais vous demander une minute d'attention parce qu'un Français, Hervé Gourdel, un Français marié, père de famille, aimé de ses enfants, de ses parents, de ses amis, vient d'être assassiné par des gens qui, par leur barbarie, font honte à l'humanité. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de notre compatriote. Je voudrais dire à son épouse, à sa famille, notre émotion et notre solidarité devant ce qu'il convient d'appeler le martyre qui a été infligé à Hervé Gourdel. Ceux qui ont commis cet acte doivent savoir qu'un jour, ils auront à rendre des comptes de leur sauvagerie. Car laisser impunis des crimes si révoltants serait une faute morale impardonnable. Je veux redire mon accord avec l'engagement de nos forces contre cette organisation terroriste qui bafoue les principes humains les plus fondamentaux. Nous vivons sur une même planète. Nous sommes confrontés aux mêmes menaces que les autres démocraties. Je veux vous le dire du fond de mon cœur, quand la sécurité nationale est en jeu, la France doit être unie. Et le gouvernement doit savoir que, quels que soient nos profonds désaccords, nous l'aiderons autant qu'il est nécessaire chaque fois que nous serons confrontés à des événements si graves et si dramatiques. Je n'ai pas voulu annuler notre réunion parce que c'est justement ce que souhaitent ces barbares. Ils veulent empêcher les démocraties de vivre normalement. La démocratie française ne s'arrête pas parce que des sanguinaires assassinent. La République sera toujours plus forte que le crime et les républicains toujours plus déterminés que les criminels. Mes chers compatriotes, chacun d'entre vous, aussi révolté que vous le soyez, vous devez garder votre sang-froid et comprendre que dans ces circonstances, tout amalgame avec une partie de notre communauté nationale serait insupportable, serait odieux et serait injuste. Ceux qui ont commis l'irréparable cherchent à nous diviser. Nous répondrons par l'unité sans faille de tous les Français. Je vous demande de vous lever pour que nous fassions une minute de silence à la mémoire de notre compatriote. Je vous remercie. Alors, si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver, vous ici et les milliers d'amis qui sont dehors et qui n'ont pas pu rentrer dans cette salle, je veux leur dire qu'ils sont avec nous. Durant 2 années et demie, je me suis éloigné du débat public. Je n'ai quasiment pas pris la parole, je n'ai pas voulu répondre aux attaques et aux polémiques. Je ne le ferai pas davantage aujourd'hui, car dans la situation où se trouve la France, les Français attendent de nous d'abord que nous leur permettions d'espérer dans un nouvel avenir. Mes chers amis, c'est une longue marche que nous allons commencer ensemble au service de la France. J'ai pris du recul, je me suis donné le temps de la réflexion et je vous confesse que j'ai beaucoup pensé à ce que nous avions vécu ensemble, à ce que nous avions réussi, à ce que nous avions manqué aussi, à ce qu'il fallait changer, à ce qu'il fallait garder,
parce qu'il fallait approfondir. Mais il y a d'abord quelque chose que je m'étais juré de vous dire. À vous, le peuple de France, à vous, Français du quotidien, qui vous engagez avec un désintéressement admirable, à vous, mes amis depuis si longtemps, je voulais vous dire merci. Mais si vous saviez à quel point je pense à ce merci. Et je vais vous dire pourquoi ce merci. Parce que lorsque j'étais silencieux, votre soutien ne m'a jamais fait défaut. Il ne m'a jamais fait défaut avant, pendant et après. Au fond, si je suis revenu, c'est parce que vous avez toujours été là. Je ne pouvais pas imaginer vous laisser tomber, je n'en avais pas le droit, puis il faut bien le dire, j'en avais pas du tout envie non plus. 2 ans et demi durant, j'ai assisté silencieux. Et je vais vous dire une chose, silencieux et triste, à la destruction systématique de tout ce que nous avions fait. Oh non parce que c'était mal, non parce que ça ne marchait pas, mais parce que c'était nous. Dès le lendemain de l'élection présidentielle, tous qui n'étaient pas socialistes, tous ceux qui ne pensaient pas dans la bonne direction, tous ceux qui n'appartenaient pas à la nouvelle majorité, étaient destitués, démis, accusés, renvoyés. Cette fascination pour la revanche a précipité notre pays dans la stupéfaction d'abord, dans l'indignation ensuite. Le nombre de mensonges, le nombre de gens à qui on a menti est si important qu'aujourd'hui se répand partout en France, dans toutes les régions, dans toutes les catégories, une sourde colère. Les Français éprouvent l'impression qu'au sommet de l'État sont perdus, sonnés, incapables du moindre rebond, sans perspective, sans stratégie. Et que dire de ces comportements qui abaissent le débat public? La présidence dite normale, on imagine ce que cela aurait été si elle ne l'avait pas été. Le comportement exemplaire des ministres, le président qui ne se mêlera pas de tout, la vie privée qui ne devra pas interférer avec la vie publique. Que reste-t-il de l'immense moi président? À mi-mandat présidentiel, c'est sans doute ce que l'on appelle un sans faute. On s'attendait au pire. Au moins, de ce point de vue, nous n'avons pas été déçus. Alors, c'est sur nous que va reposer tout au long de ces 2 prochaines années la responsabilité d'une alternative crédible. Il y a un travail urgent engagé. C'est celui qui concerne notre famille politique et plus largement l'opposition. Je vais vous parler très librement et très franchement. Il faut sans délai mettre fin aux querelles, aux disputes dérisoires qui ont, j'ose le mot, ridiculisé notre famille politique ces 2 dernières années. Nous n'avons pas le droit de nous diviser. Nous avons le devoir de nous rassembler. Nous aurons tous besoin les uns des autres. Je vais même être plus précis. Nous aurons besoin, nommément, nous aurons besoin de l'expérience et du talent qui est grand d'Alain Juppé, qui apporte une crédibilité forte à notre famille politique. Nous aurons besoin de François Fillon, avec qui j'ai travaillé 5 années en pleine confiance. Et l'extraordinaire serait que je ne dise pas cela. Nous aurons besoin des jeunes, dont beaucoup
dont beaucoup furent d'excellents ministres. J'aurai l'occasion tout au long de mon propos de citer certains d'entre eux, mais quand vous voyez la qualité de Laurent Wauquiez, de Nathalie Kosciusko-Morizet, de Bruno Le Maire, qui a été un de mes très bons ministres, de François Baroin et de bien d'autres, cher David Douillet. Je parlerai de toi, Éric. Mais qui peut imaginer qu'on puisse réussir seul? Ça n'a pas de sens. Aucun. Alors je suis revenu pour aider au rassemblement de notre famille. Je refuse des querelles d'ego dérisoires au regard du redressement nécessaire de la France. Chacun aura donc sa place, chacun aura son rôle, à la mesure, mes chers amis, de son travail au service du collectif. Tu veux une grande place, tu vas travailler beaucoup. Chacun sera respecté à la mesure dont il respectera les autres. Et je ne veux pas entendre dans notre famille politique que l'on... Je ne veux pas entendre... Je ne veux pas entendre... Je ne veux pas entendre dans notre famille politique qu'on s'exclut les uns les autres. Mais ne vous intéressez pas à eux. Ils n'ont aucune importance. Ils ne pensent rien, ils ne font rien et ils ne vous feront rien. Je ne veux pas entendre que dans notre famille politique, on puisse s'exclure les uns les autres au prétexte qu'on ne serait pas d'accord sur tel ou tel point. Si vous me choisissez comme président de notre famille politique, j'assumerai mes responsabilités. Je rassemblerai une équipe nouvelle. J'écouterai chacun, nous débattrons de façon approfondie. Aussi souvent qu'il le faudra, nous voterons. Et une fois la décision prise, je veillerai à ce qu'elle soit appliquée et respectée. Aucune organisation ne peut fonctionner sans un minimum d'autorité, de leadership, de volonté. L'impression de pagaille doit cesser. La cacophonie nous a rendus inaudibles. L'individualisme exacerbé a clairement montré ses limites. Maintenant, c'est terminé. Je veux être le président d'une famille qui a profondément besoin d'être remise en ordre de marche, d'être refondée et de travailler beaucoup plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. La question n'est pas aujourd'hui de choisir qui ira ou n'ira pas à la prochaine élection présidentielle dans 2 années et demie. La question est comment porter sur les fonds baptismaux ce vaste rassemblement moderne, pluraliste, uni, qui redonnera de l'espoir à nos compatriotes, qui ne peuvent être condamnés à la perspective déprimante d'une alternative stérile entre l'humiliation que chacun d'entre nous ressent aujourd'hui et l'humiliation que nous ressentirions demain avec l'isolement complet proposé par Mme Le Pen et par le Front National. Nous sommes la 5e puissance du monde. Je ne veux pas que les Français soient condamnés à un choix de cette nature. Il nous faut maintenant construire la grande formation politique de notre siècle. Qu'il me soit permis d'évoquer pour la première fois la question des primaires. Je vais le faire très brièvement et sans aucune ambiguïté. Il y aura des primaires. Qui pourrait de bonne foi douter qu'il en fût autrement? A-t-on oublié mon tempérament? Ne faisons pas de ce sujet une inutile querelle. Le moment venu, chacun d'entre vous pourra donc choisir celui ou celle qu'il considérera comme le meilleur. D'ici là, j'appelle chacun à s'investir dans le collectif, à travailler en équipe
et à apporter sa pierre importante à l'édifice que nous sommes en train de reconstruire. Voilà la stratégie que je propose. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a aucun autre commentaire, et je souhaite maintenant qu'on n'en parle plus. Je veux que nous nous adressions à tous les Français qui ne peuvent se résoudre à l'affaissement de notre pays. J'aimerais tellement les convaincre, et vous convaincre, que les vieux clivages sont dépassés, que s'il suffisait d'avoir un prêt-à-penser idéologique, ça serait tellement simple, que nous devons parler au peuple de France dans sa diversité, dans sa multitude et aussi dans votre complexité. Il ne s'agit pas de se claquemurer à droite parce que cela serait la droite, d'aller débaucher tel hôtel ou centre, ou de récupérer quelques-uns des innombrables déçus de M. Hollande. Il s'agit de donner à chacun de nos compatriotes, quel qu'il soit, l'opportunité de participer au redressement de son pays, de donner le meilleur de lui-même pour un objectif qui devrait dépasser chacun d'entre nous, l'avenir de la France. Ne singeons pas les socialistes de leur aveuglement idéologique. Il s'agit, mes chers amis, de trouver de nouvelles idées, de nouvelles solutions, de nouvelles perspectives, parce que les défis sont nouveaux et que s'il suffisait de référer aux économistes du XIXe siècle ou du XXe siècle pour trouver les voies d'une politique économique efficace, ça se saurait. Tout devra être revu, j'ose le mot, de fond en comble. Il ne s'agit pas d'imiter les autres dans le monde, il ne s'agit pas de nous renier, il s'agit de s'adapter pour retrouver les voies du génie français. Le monde a terriblement changé. Il s'est ouvert. Et dans cette région, la vôtre que j'aime tant, qui a tant souffert depuis plus d'un siècle de toutes ces crises à répétition, la sidérurgie, le textile, l'automobile, les mines, dans cette région que vous aimez, où on est toujours reçu magnifiquement, ici mieux qu'ailleurs, on peut comprendre que le monde est ouvert, que la concurrence fait rage et que tout est impossible pour ceux qui sont embarrassés par le poids des structures et des idéologies. Aux électeurs socialistes sincères, je veux demander si, à leur sens, leur problème d'aujourd'hui serait de créer de nouvelles prestations sociales alors que la France n'arrive déjà plus à financer les actuelles. La fiscalité du futur doit tenir compte de notre environnement économique davantage que de nos idéologies. Nos entreprises doivent pouvoir se battre à armes égales, au moins avec leurs concurrents européens. C'est la conséquence logique de la liberté de circulation des hommes et des capitaux. Nous sommes 65 millions de Français, il y a 7 milliards d'habitants sur la planète. Est-ce que vous croyez vraiment que tous ces milliards d'habitants qui ne sont pas nous vont attendre benoîtement que nous nous mettions à travailler pour garder notre place? Notre place, il faut qu'on la mérite. Donc abandonnons les vieilles lunes de la lutte des classes. Abandonnons les procès en sorcellerie sur les cadeaux aux riches. Abandonnons la jalousie morbide pour faire comprendre à chacun que plus nous aurons d'entreprises prospères, plus il y aura d'emplois. Peut-on, avec un minimum de bon sens, chère Nadine, faire entendre que la solidarité, et je sais qu'elle est publique ici, que la solidarité est une priorité nationale, mais que si on distribue ce que l'on n'a pas produit, si l'on partage ce que l'on n'a pas acquis, et si l'on promet ce que l'on ne s'est pas donné la peine de créer, alors ça sera le chômage, la pauvreté et l'exclusion pour le plus grand nombre. Je ne veux pas de ce choix pour les Français. La question n'est donc pas de savoir, comme ça passionne tant certains observateurs qui sont de plus en plus... 2 ans et demi après, alors vraiment, je vois le décalage. La question n'est pas de savoir s'il faut être plus ou moins à droite, mais quelle est la politique économique qui nous permettra de retrouver de la croissance, de créer des emplois pour vos enfants et pour vous, et d'attirer en France les investisseurs et les créateurs. Faut-il être aveugle pour ne pas constater l'exode de nos jeunes qui partent à l'étranger parce qu'ils pensent que la réussite n'est plus possible et surtout qu'elle n'est plus acceptée en France? Ils partent, mais le pire, c'est combien d'entre eux
ne voudront pas revenir. Voilà le beau résultat de tous ceux qui ont mis tant d'énergie à désacraliser le travail, à rabaisser le mérite, à stigmatiser l'ambition, à moquer le dépassement de soi, à vouloir contester systématiquement les classements, la sélection, la récompense. On a abandonné la société française à la jalousie, à l'égalitarisme, à l'envie et au nivellement généralisé. Voilà la situation. Et à force d'insécuriser les entrepreneurs, à force de les insécuriser, les entrepreneurs, les artisans, les inventeurs, les travailleurs indépendants, à force de multiplier les règles, les contrôles, les empêcheurs, on a découragé ceux qui voulaient créer, développer, réussir, entreprendre. En agissant ainsi, on a, j'ose le mot une fois encore, abîmé le génie français qui a tant besoin, plus que tout autre dans le monde, de liberté. On n'a pas compris que l'addition des réussites individuelles, c'est la condition de la réussite collective. On n'a pas admis qu'il fallait favoriser le risque, l'ambition, la nouveauté. La vie n'est faite que de risques. Le pire étant sans doute celui qui consiste à n'en prendre aucun. Ça n'a jamais été la conception de ma vie et la conception que j'ai de la France, car si je n'aimais pas le risque, je me serais abstenu d'être candidat à la présidence de notre famille politique. Alors je veux rentrer dans les détails. Je crois dans la nécessité de préserver les équilibres de notre planète. Je considère comme incontournable notre investissement dans la croissance propre, la qualité de la vie, la protection environnementale. Mais je refuse que nous tournions le dos au progrès. Je refuse que nous ayons peur de tout. Le progrès est une idée neuve. Il est dans la nature de l'être humain que de chercher à faire progresser ses connaissances. Cette gauche au pouvoir, elle est réactionnaire. C'est à nous maintenant de défendre, de promouvoir, d'encourager le mouvement des connaissances et des idées. Le progrès n'est pas tout, mais sans le progrès, rien ne sera possible. De ce point de vue, je souhaite clairement que nous réfléchissions aux conséquences du principe de précaution, auquel je préférerais toujours le principe de responsabilité. Avec la précaution, on s'abstient de faire. Avec la responsabilité, on assume la conséquence de ses choix et on ne se condamne pas à l'immobilisme. Mais je ne peux pas accepter, j'aime trop mon pays pour cela, que les États-Unis d'Amérique soient devenus, du point de vue de l'énergie, indépendants grâce au gaz de schiste et que la France ne puisse pas profiter de cette nouvelle énergie alors que le chômage ravage tant de nos territoires et tant de nos familles. C'est inacceptable. Je veux parler, peut-être que dans ce quartier, il y en a, à tous ces Français qui sont tentés de ne plus croire en rien ni en personne. Je sais qu'il nous faut reconquérir cette France qui est en proie au ressentiment et à la colère. Il y a un risque de décrochage d'une partie de nos compatriotes. Je ne veux pas que par désespoir, une partie de nos compatriotes rentre en sécession d'avec la République. Nous devons parler à tous ceux qui se sont radicalisés, d'abord parce qu'ils se sont sentis méprisés et humiliés. Je pense notamment à tous ces Français qui considèrent la famille comme une valeur fondamentale pour l'équilibre de la société. Leur idée de la famille est aussi respectable que toute autre. Je n'accepterai jamais qu'on veuille détruire la famille en la présentant comme une institution politique réactionnaire, conservatrice et bourgeoise. Depuis que l'homme a conscience de sa destinée singulière, la famille n'est pas pour lui un choix, elle est une nécessité vitale. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Il a besoin de l'affection des siens. Il a besoin de s'investir dans un projet familial. Il a besoin de construire dans la durée.
la façon dont furent traitées les familles fut indécente. Chacun a le droit à son libre arbitre, mais il n'y a pas d'un côté ceux qui seraient ouverts et généreux et de l'autre ceux qui ne comprendraient rien. Je le dis d'autant plus fortement, prenant mes responsabilités, que je n'accepterai jamais de conduire une famille politique où l'on manquerait de respect à qui que cela soit, au prétexte de sa couleur, de sa sexualité ou de sa différence. Le racisme est une honte. L'homophobie est une injure inacceptable. La façon dont les Français furent montés les uns contre les autres fut une grave erreur qui entachera durablement le quinquennat de M. Hollande. Je ne veux pas que nous blessions à notre tour par nos propos, par nos comportements, par notre énergie, ceux qui ne pensent pas comme nous. Il a pu m'arriver de le faire dans le passé. Eh bien, je le regrette. J'ai appris, j'ai retenu, j'ai compris qu'au moins l'expérience et l'âge soient de bons prétextes à chercher à s'améliorer. Nous déciderons donc sereinement des conséquences à tirer de ce triste épisode. J'entends les positions tranchées des uns et des autres au sein même de notre famille politique. Je ne les juge pas, chacun ses arguments. Je veux que vous compreniez tous ici que ma responsabilité ne sera pas de la même nature. Une fois à la tête de notre famille politique, je réunirai tout le monde et nous déciderons ensemble. D'ici là, que chacun dise ses convictions et me laisse préparer le rassemblement qui ne sera ni fade ni tiède. Mais moi, je veux ouvrir le débat. Je n'ai nullement l'intention de le fermer avant même qu'il ait été ouvert. Oui, j'appelle à l'ouverture, à la tolérance et au respect, mais nous n'aurons que plus de force pour refuser l'eau tiède, les demi-solutions, les faux compromis. Rassurez-vous, de ce point de vue, je n'ai pas changé. Je refuse cette pensée unique qui, en empêchant tout débat, fait le lit de tous les extrémismes. Je veux lever la chape de plomb du conformisme qui empêche d'aller au fond de toutes les questions. Que les choses soient claires, c'est mon premier meeting de retour, mais ça me fait plaisir de dire ce que je vais vous dire. Je refuse par avance les leçons de morale de ceux qui ont utilisé sciemment le Front national au service de leurs calculs électoraux. Et les maires de la région, vous savez ce que je veux dire. Je dénonce solennellement l'alliance objective autant que scandaleuse entre le Parti socialiste et le Front national. Madame Le Pen a fait de moi sa cible privilégiée depuis des années. Je n'ai aucune leçon à recevoir de celle qui, en 2012, a donné un fameux coup de main à son ami François Hollande. C'est la vérité. Cette vérité dérange, mais elle doit être entendue. Madame Le Pen porte donc une responsabilité claire dans le désastre actuel que subit la France. Tout le monde doit assumer ses responsabilités, même elle. Quant aux électeurs qui ont voté pour le Front national, il est absurde de vouloir les culpabiliser, de vouloir leur faire des leçons de morale ou de leur dire que ce n'est pas bien. Leur choix est la conséquence d'une souffrance, d'une peur ou de la déception que nous leur avons inspirée. Où a-t-on jamais vu qu'on puisse reprocher à quelqu'un sa souffrance ? On ne la reproche pas, on l'apaise. On ne reproche pas à quelqu'un sa peur, on le rassure. On ne reproche pas à quelqu'un sa déception, on y répond en corrigeant les erreurs que nous avons commises. Voici ma stratégie pour reconquérir ceux qui nous ont quittés. C'est mon devoir, c'est une responsabilité claire à laquelle je ne me déroberai pas. Alors il y a des questions centrales que nous devrons trancher, parce que nous ne pourrons différer ces choix. Je veux dire que l'on peut tout à la fois respecter les fonctionnaires, considérer leur travail, aimer le principe même du service public, vouloir un État présent sur toute la surface du territoire et affirmer dans le même temps, d'une façon parfaitement cohérente, que le poids de nos dépenses publiques est beaucoup trop lourd pour notre économie, que le temps
que le temps de travail dans la fonction publique est une question qui ne peut plus être éludée. Il faudra travailler davantage, que le nombre de fonctionnaires devra être réduit et qu'il nous faudra sans doute accepter, pour l'État comme pour les collectivités territoriales, que les recrutements dans la fonction publique ne soient pas tous soumis à la règle du statut à vie, car ce n'est plus adapté aux exigences du monde moderne. Oh, j'entends déjà les éternels donneurs de leçons. Avant même qu'ils aient parlé, je les entends en appeler à la dignité de la fonction publique que j'aurais offensée par mes propos. La vérité, c'est que ce qui risque de détruire les services publics français, c'est l'immobilisme, c'est le refus du mouvement, c'est l'ignorance du monde dans lequel nous vivons, c'est le conservatisme et, pour tout dire, c'est la lâcheté. Et ce n'est pas ceux qui conduisent à la paupérisation de la fonction publique qui ont la moindre leçon à nous donner de ce point de vue. Je veux dans le même temps affirmer que le chômage est un drame national et individuel, qu'incontestablement les chômeurs sont d'abord des victimes. L'immense majorité d'entre eux préféreraient travailler. L'indemnisation du chômage est un des fondements de notre système social. Mais on ne pourra pas continuer à accepter qu'un chômeur de longue durée puisse refuser une activité rémunérée en cas de persistance de sa période d'inactivité. Nous ne pouvons pas accepter une société dans laquelle les droits n'aient pas de contrepartie en termes de devoirs. Je veux dire de ce point de vue que nous avons échoué dans notre volonté de faire du RSA un instrument de réinsertion par et dans le travail. Laurent Wauquiez avait raison. Les Français devront donc être consultés et donner leur avis sur un principe simple. Pas de RSA ou d'allocation communale sans accepter en contrepartie l'exercice d'une activité au service de la collectivité. C'est aux Français, cher Marc Philippe, de donner leur opinion sur ce sujet, car je rappelle que c'est grâce aux fruits de leur travail que ces allocations peuvent être versées. Vous avez donc votre mot à dire sur un argent qui est le vôtre. Ma vision de la politique sociale, c'est un travail pour chacun, pas une allocation pour tous. Et je dis à nos dirigeants, arrêtez de promettre un argent que vous n'avez pas et qui ne vous appartient pas. Que va devenir notre système social s'il y a de moins en moins de gens qui travaillent et de plus en plus qui attendent une allocation? Ne doit-on pas se poser la question d'arrêter cette fuite en avant qui décourage le travail, encourage l'assistanat? Ne peut-on pas sereinement remettre au cœur de notre débat la question du devoir de chacun envers la société avant de parler de nouveaux droits? N'a-t-on pas fini par aller trop loin dans la promesse d'une société où les vacances, les jours fériés, les RTT, les congés de toutes sortes sont devenus le but ultime, oubliant la règle ancestrale selon laquelle, dans la vie, rien n'est donné, car tout doit se mériter? Nous devrons travailler davantage. Les Français peuvent l'entendre et doivent le comprendre. Je veux dire que je crois au dialogue social et qu'il n'y a pas de démocratie sociale sans syndicats. Et que sans doute la compétitivité d'une économie moderne passe aussi par la qualité du dialogue social. Mais dans le même temps, nous devons tous nous interroger sur la politisation de nombre de syndicats qui sont sortis de leur rôle en appelant à voter comme un seul homme pour le candidat socialiste. La démocratie sociale est à mes yeux aussi mal en point que la démocratie politique. Cela doit nous conduire à en appeler à sa refondation, en allant plus loin dans la réforme des critères de représentativité issus de la Seconde Guerre mondiale. Pour être reconnu comme représentatif, il faudra qu'un syndicat soit capable de prouver sa représentativité dans les urnes sociales et pas simplement sa capacité à bloquer la rue. Les salariés ont le droit d'être défendus par des organisations qui se soucient plus de la situation de leurs mandants que de leur combat politique. On doit pouvoir prononcer le mot « immigration » sans immédiatement encourir les caricatures de tous ceux qui commettent un déni de réalité, en refusant de voir que l'Europe ouverte à tout vent et sans condition fait courir le risque de l'explosion de notre modèle social. Celui qui n'a pas le cœur serré par les drames successifs de Lampedusa n'a pas d'humanité.
Il ne s'agit donc pas de se claquemurer et de refuser toute ouverture, mais de répondre à cette question incontournable. Dans 30 ans, l'Afrique comptera 2 milliards d'habitants. Qui osera dire qu'à 12 kilomètres de l'Europe, par le détroit de Gibraltar, au rythme actuel de l'immigration, si nous n'apportons pas de nouvelles réponses, cela ne deviendra pas un problème insoluble? Il faudra aller beaucoup plus loin que ce que nous avons fait. Garder Schengen dans son état actuel, c'est tout simplement plus une option. Refonder Schengen, c'est exiger de tous les États membres qui voudront y adhérer le préalable de l'harmonisation des politiques d'immigration. La France, par ailleurs, ne refusera jamais de soigner ceux qui souffrent et qui ont besoin de soins urgents. Mais la France ne peut pas accepter la dérive de l'aide médicale, car maintenant il ne s'agit plus d'urgence, mais de gabegie. J'ose le mot. On peut respecter les différences, reconnaître le bien fondé du métissage des cultures, prôner l'ouverture de la société et refuser des comportements sur le territoire de la République qui sont des offenses à l'égalité entre la femme et l'homme, qui bafouent les règles de la laïcité auxquelles nous tenons fermement, qui portent atteinte à la liberté des consciences. Je n'accepterai jamais le communautarisme. Et je veux dire solennellement que ce n'est pas à la France de s'adapter à toutes les différences. L'effort d'intégration doit être au minimum partagé entre la société qui accueille et la personne qui veut être accueillie. Et si cette personne ne veut pas s'adapter, eh bien, elle ne peut pas être accueillie. Je le dis calmement, je le dis sans aucune volonté d'ostracisme, mais avec la fermeté du républicain convaincu que je suis. Il y a des propos, il y a des attitudes, il y a des comportements qui ne sont pas acceptables sur le territoire de la République française. Car ces propos, ces comportements et ces attitudes ne sont pas destinés à souligner des singularités, mais à contester et à provoquer la communauté nationale dans son ensemble. Nous ne pouvons pas l'accepter. À l'inverse, cher Daniel, il ne faut pas craindre les différences. Elles sont autant de richesses, car rien à mes yeux n'est pire que l'uniformité qui gère le nivellement, la platitude et l'ennui. Elle se trouve peut-être ici la grande différence qui demeure entre la gauche et nous. Cette gauche considère toute différence comme une injustice. Au fond, comme cela serait bien que tout le monde soit en retard, car personne ne serait à l'heure. C'est leur façon de régler les injustices, être injuste avec tout le monde. Quant à nous, nous devons penser que toute différence est une richesse. C'est pourquoi nous devons nous adresser à tous les Français sans exception. À tous, nous disons que notre ambition est de leur permettre de se réaliser tels qu'ils sont, et non pas tels que l'État ou la société voudrait qu'ils soient. Moi, je crois profondément à la différence des destins. Je crois à la différence des tempéraments. Je crois à la différence des identités. Je veux parler à la France du XXIe siècle, pas à celle du XIXe. Et la seule limite que nous devons mettre à l'expression de ces différences, c'est l'obligation d'aimer la nation à laquelle on appartient. C'est l'obligation de respecter la société dans laquelle on vit. C'est l'obligation de faire l'effort de s'intégrer dans l'état de droit qui vous accueille. Voilà la seule limite, mais elle est claire. L'égalité des chances. Et tout au long de cette campagne, je veux revenir sur les mots, parce que les mots ont un sens. Et dans ce brouhaha médiatique où plus personne n'entend personne, il finit par perdre toute signification. L'égalité des chances doit être une priorité nationale. Mais moi, je conteste l'égalité formelle. Je n'aime pas l'aplatissement généralisé. Je ne veux pas pour mon pays l'uniformité, parce que l'égalité formelle, l'aplatissement généralisé, l'uniformité sont autant d'erreurs au regard de la diversité des personnes. Et j'ose le mot une fois encore, c'est une faute morale, puisque c'est le refus de tenir compte des efforts, des mérites et de l'engagement de chacun. Chacun doit avoir les mêmes droits, je suis bien évidemment d'accord, mais je veux qu'on reconnaisse que tous n'ont pas les mêmes mérites. Cette vérité,
est oublié depuis trop longtemps. Dois-je avouer que j'ai eu honte d'entendre certains de nos dirigeants demander à l'Allemagne d'aller moins vite parce que nous serions devenus incapables de hausser notre propre vitesse. Imaginez la tristesse du général de Gaulle regardant ce qu'ils sont en train de faire de la grandeur de la France. Que penseriez-vous d'une école où l'on interdirait aux bons élèves d'apprendre leurs leçons pour les mettre au niveau de ceux qui ne peuvent pas suivre? La place du génie français, c'est d'être en tête du peloton des grandes nations, pas de demander piteusement à ce que l'allure moyenne ne se réduise. Alors restera un sujet majeur qui vous concerne tous, comment redonner aux Français confiance en la parole politique. Quand M. Hollande pratique le mensonge, il ne fait pas seulement du tort à lui-même, il en fait à tous les responsables politiques. Il faut donc réfléchir à la question centrale que je n'ai pas l'intention d'évacuer, que je veux regarder bien en face, de la crédibilité de notre parole. Le sujet est donc moins pour nous de promettre que d'être capable de tenir. Et ici, il me faut en quelque sorte remettre, si vous me permettez cette expression qui respecte les principes de la laïcité, l'Église au centre du village. Parce que franchement, ça fait 2 ans et demi que j'avais envie de le dire. Durant les 5 années de mon quinquennat, je ne prétends pas avoir tout réussi. D'ailleurs, si j'avais des doutes, il me suffirait d'ouvrir un journal. On m'invite à faire mon inventaire, mais franchement, alors, c'est l'inventaire des bonnes choses, parce que l'inventaire des mauvaises, ça a été fait de façon assez exhaustive, il faut bien le reconnaître. Durant les 5 années de mon quinquennat, donc je ne prétends pas avoir tout réussi, mais j'affirme que pour la première fois depuis bien longtemps, durant 5 années, la droite au pouvoir n'a jamais cédé à la pression de la rue. J'avais promis le service minimum dans les transports en commun. Tous les syndicats étaient contre. Avec Xavier Bertrand, nous n'avons pas reculé, nous avons tenu. J'avais promis de donner l'autonomie aux universités. Avec Valérie Pécresse, malgré les grèves et les occupations de sites, nous avons tenu. J'avais promis de réformer le statut de retraite des cheminots, des électriciens, des gaziers, et de réformer la retraite à 60 ans. Avec François Fillon et avec Éric Woerth, qui fut d'un courage admirable, malgré les menaces, nous avons tenu, nous n'avons pas cédé. En 5 années, j'en ai connu des épreuves, mais je peux prendre les uns après les autres, ceux qui sont ici, et vous regarder droit dans les yeux. Jamais, vous m'entendez, jamais je ne vous ai trahi, jamais je ne vous ai menti, jamais je n'ai cédé aux pressions de la rue, quelles que soient les conséquences pour moi. Alors je sais bien qu'à l'avenir, il faudra faire bien davantage. Alors je crois qu'il est venu le temps de nous réapproprier la pratique du référendum. Et je veux m'en expliquer devant vous. Quand une partie des élites et certains corps intermédiaires chercheront à monopoliser un débat, à l'enfermer dans les contraintes de leurs propres intérêts, alors il ne faudra pas hésiter à en appeler au peuple par l'intermédiaire du référendum. Et que l'on ne vienne pas me brandir le risque du plébiscite, car c'est justement parce que l'on n'a pas assez utilisé cette procédure qu'elle a pu être détournée de son objet. Et que l'on ne me parle pas de populisme, parce que le populisme monte lorsque l'on refuse la parole au peuple, jamais lorsqu'on donne la parole au peuple. Voilà la vérité. Alors je souhaiterais suggérer 2 propositions qui attesteraient de notre volonté d'aller beaucoup plus loin dans les changements apportés à la France. Mes chers amis, et je le dis à mes amis parlementaires ici, nous ne ferons pas l'économie d'une réflexion sur la crédibilité de la classe politique. Toutes ces dernières années, on a augmenté le nombre de nos parlementaires.
tout en diminuant leurs moyens, leur capacité à se faire entendre. Il faut réduire le nombre des parlementaires et leur redonner ainsi un poids, une parole, un rôle central. Puis-je faire entendre cela? Je veux qu'on me comprenne. J'ai été moi-même 20 ans parlementaire. Une assemblée pléthorique est en fait une assemblée inaudible. Dans mon esprit, sur un tel sujet, c'est aux Français de décider, parce que je leur fais plus confiance pour réformer la classe politique qu'à qui que cela soit d'autre. Qui osera dire, qui franchement osera dire que l'on peut continuer sans changer profondément la composition, le nombre, le fonctionnement du monde politique? Qui viendra l'expliquer? Qui osera dire que j'ai tort, que le problème ne se pose pas, que vous-même, en venant ici, quelle que soit votre amitié, votre confiance, votre soutien, vous n'avez pas cette question qui vous tenaille les entrailles tant vous avez envie d'y croire. Dans le même esprit, je pense que c'est aux Français directement et à personne d'autre de se prononcer sur la fusion des conseils généraux et des conseils régionaux. Nous ne pouvons plus continuer à accumuler les niveaux d'administration. Nous avions fait voter le conseiller territorial, c'était fait et bien fait. Une fois encore, il a fallu qu'il détruise, pour le plaisir de détruire, ce que nous avions construit. Mais au lieu de ces regroupements régionaux administratifs et forcés, qui n'ont aucun sens, qui n'obéissent qu'à aucune logique, nous demanderons aux Français de trancher la question des deux niveaux d'administration en toute clarté. Tout au long de cette campagne pour la présidence de l'UMP, je ferai donc des propositions pour enrichir le débat. Je le ferai parce que cela correspond à l'idée que je me fais de l'intérêt général. Mais je le ferai, je veux que vous soyez attentifs à ça, sans esprit de système, dans l'idée de rassembler chacun, dans le refus des postures. Je le ferai à mon rythme, qui n'est pas toujours celui du monde médiatique. Je le ferai pour que le plus grand nombre de Français puissent s'y reconnaître. C'est le chemin qu'il nous faudra emprunter pour retrouver le cœur et la confiance des Français. Mes chers amis, la France n'a plus le choix. Elle doit se réformer profondément ou prendre le risque de s'installer durablement dans le déclin. Notre formation politique n'a pas le choix. Elle doit changer de fond en comble pour retrouver l'écoute des Français. Et je n'ai moi-même plus le choix. J'ai pris une décision qui m'engage, celle de mettre toutes mes forces au service de la France. Je n'ai pas le choix. Il faut réussir, car nous devons réussir. Alors, mes chers amis, tout au long de ces longs mois qui nous attendent, j'aurai besoin de vous, de chacun d'entre vous, de votre soutien, de votre enthousiasme, de votre engagement. J'aurai besoin de votre courage. J'aurai besoin de votre courage. Parce que du courage, il va en falloir. Parce qu'ils seront tous contre nous. Mais ils sont tous contre nous parce qu'ils sentent qu'il y a un immense élan qui est en train de se lever. Parce qu'ils sentent que nous représentons une force qui a été trop longtemps silencieuse et qui maintenant veut prendre la parole. Utilisons cette force politique qui est prête à se rassembler pour construire, pour bâtir, pas pour détruire. Un nouveau défi est lancé, une nouvelle aventure a commencé. Alors je demande aux plus jeunes de s'engager comme jamais, je demande aux plus anciens de reprendre du service, et à tous, je vous demande de retrouver l'histoire, parce que, mes chers amis, au fond, la France a besoin de notre espérance commune. Je vous remercie.